Vous avez des difficultés à recruter un fort turnover? Alors vous avez tout intérêt à travailler votre marque employeur. Entre vous et un candidat à l'embauche, ça ressemble un peu à un jeu de séduction. Mais dans le monde de l'entreprise, on appelle ça la marque employeur. Pour plaire, il va falloir commencer par vous montrer sur votre meilleur jour. Attention, la marque employeur, c'est bien plus qu'une vitrine. Pensez à faire bonne impression pour votre premier rendez-vous. La prise d'initiative sera également très appréciée. Être un bon employeur commence maintenant, et ça va se voir très vite si vous avez jeté de la poudre aux yeux à vos candidats. Pour être bien dans votre entreprise, vos collaborateurs ont besoin de se sentir désirés. De savoir que votre relation n'est pas statique, mais évolue avec toujours la même énergie. D'avoir une vision à long terme pour savoir où vous allez ensemble. Oh, ça, c'est si vous voulez gagner du gamme. Parce qu'un collaborateur devenu au fil des ans votre meilleur ambassadeur, c'est la cerise sur le gâteau. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Merci d'être venus. Avec cette chaleur, c'est arrivé jusqu'à vous, c'est le principal. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir donc, pour notre conférence débat sur la marque employeur. Et après cette petite vidéo pour planter le décor, nous avons souhaité placer cette conférence débat à la fois sous le signe du partage, de l'originalité et de l'interaction avec nos intervenants et avec vous. Donc la soirée va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, nous allons vous raconter des histoires de RH, qui vous permettront de partager un instant les problématiques autour de cette marque employeur, dont on entend parler sans toutefois réellement cerner ce qu'elle représente et comment s'y prendre pour l'améliorer dans son entreprise. Dans un second temps, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invités. Et enfin, un cocktail pour se rafraîchir vous attendra à l'extérieur de cette salle en remontant. Et vous aurez évidemment tout le temps de continuer à poursuivre vos échanges avec nos intervenants. Conversation entre 2 DRH lors d'un afterwork. Salut Max. Ça va? Salut Lucas. Ça va aussi? Super. C'est sympa ce petit afterwork là, ça permet d'échanger un peu par rapport à nos problématiques du quotidien. C'est vrai, c'est sympa. Je te cache pas qu'en ce moment pour moi c'est un peu compliqué. Ma boîte a gagné une grosse commande, j'ai du mal à attirer les candidats et j'ai une grosse pression du management, je ne sais pas quoi faire. Ah, d'accord. Bon, alors déjà, premier conseil que je peux te donner, fais très attention à l'image que tu peux envoyer sur les réseaux. C'est tout bête. Je te donne un exemple, moi j'ai des collègues qui ont laissé ça complètement de côté et derrière pour le recrutement, je te raconte pas un enfant. Ouais, est-ce que c'est vraiment nécessaire de travailler sur l'image? Un peu de blabla, ça va suffire, non? C'est sûr. Mais après, c'est certainement pas au RH de s'occuper de ça, c'est plus du volet du marketing, on est d'accord. Ouais. Donc, tu peux le dire en fait. Il y a Vincent qui est là. Je vais poser la question, si ça vous dirait. Ouais, Vincent, pour la station. Voilà. Tu as créé un concept innovant, justement, pour parler de ce problème. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as amené le développement de la marque employeur envers les entreprises que tu accompagnes? Avec grand plaisir. Je pense qu'on peut les applaudir. On est très contents. Alors, pour commencer, je vais vous montrer 3 images qui vont vous expliquer un peu en quoi consiste mon job et donc la société que j'ai créée il y a 2 ans et demi. On peut commencer avec l'image numéro 1, image numéro 2. Donc on parle bien d'un travail. Image numéro 3. Parfait. Est-ce qu'on a des idées dans la salle peut-être? Bon, ceux qui savent, bien sûr, ne trichez pas. Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc, ma réflexion est partie de cette phrase.
on peut en savoir plus sur quelqu'un à une heure de jeu qu'à une année de conversation. Donc pour vous expliquer un petit peu, en fait j'ai commencé dans le recrutement, j'avais 19 ans. J'ai commencé à travailler pour un cabinet de recrutement toulousain. Je suis parti 4 ans plus tard en Irlande, à Dublin, où j'ai développé le marché français pour un cabinet de recrutement international. J'ai été amené à travailler pour des grosses entreprises type Louis Vuitton, Chanel, les aéroports de Paris. Et pour ces aéroports de Paris, j'ai été amené à travailler sur des recrutements en masse. Parce qu'on ne sait pas forcément, mais toutes les boutiques qui sont dans un aéroport sont représentées par une seule et même structure. Et on a été amené à travailler sur des sessions de recrutement de 40-50 personnes pour eux. Et mes clients me disaient, Vincent, c'est super, tu nous trouves des super candidats, on apprécie le travail que tu fais. Par contre, les rencontrer autour d'une table en face à face, est-ce que tu pourrais pas nous aider pour concevoir un moyen qui nous permettra de vraiment juger leurs prestations, savoir s'ils peuvent être faits pour le job, même s'ils n'ont pas forcément l'expérience qui est requise. Et j'en reviens à cette phrase, on peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'à une année de conversation, parce que justement j'ai voulu créer Feelings sur cette dynamique-là, mon esprit étant de vouloir casser les codes de recrutement traditionnels, casser l'entretien face à face, et faire en sorte que les personnes se rencontrent dans un cadre, on va dire, plus naturel et décomplexé. Donc, qu'est-ce que c'est Feelings? C'est la synergie entre les recruteurs et les créatifs en événementiel. On est assez unique, on est les seuls à faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire que nos équipes sont composées à la fois de recruteurs de métiers qui viennent de cabinets, de sociétés de services ou de sociétés en direct, et de créatifs en événementiel qui brainstorment ensemble pour proposer les événements les plus pertinents pour nos clients. Donc le but de ces événements, c'est bien sûr d'améliorer votre marque employeur. Une entreprise qui fait vivre une expérience candidat à des personnes qui cherchent un job et qui leur fait passer un bon moment sera toujours plus positif qu'un entretien classique. Oublier les recrutements traditionnels, justement en cassant ce côté stressant de l'entretien entre quatre murs qui n'est pas naturel pour personne. Assurer une fiabilité. Aujourd'hui, quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a partagé un bon moment, avec qui on a fait un échange naturel et avec qui on a vraiment pu parler de choses un peu normales, plus que dans un entretien classique, ben, on connaît mieux sa personnalité, du coup on a plus de chances d'assurer un entretien, d'assurer une intégration réussie. Et la dernière chose qu'on peut faire grâce au recrutement événementiel, c'est de mettre en avant les collaborateurs. Aujourd'hui, c'est un très bon moyen de faire participer les personnes de vos équipes et de faire en sorte qu'elles soient incluses dans les prestations de recrutement. Donc, pour résumer un petit peu, je voulais vous donner quelques illustrations d'événements qu'on pouvait faire. Donc là, ça représente un peu l'équipe de créatifs qui font partie des événements. Donc on a fait un peu de tout, on a fait des événements au stadium, Redifort Actia, où on a fait des entretiens de recrutement au bord de la pelouse du stadium pour des profils qui travaillaient en tant qu'opérateurs en usine. On a fait se rencontrer sur Mario Kart des candidats avec leur futur manager, justement pour décomplexer les entretiens et faire en sorte que ça soit un peu plus ludique. Ensuite, là, on a une petite vidéo qui a illustré un petit événement qu'on a fait pour un client qui s'appelle Actia sur le recrutement de profils informatiques, donc très pénible. Sur le sujet, mais je pourrais répondre à vos questions pour que vous ayez plus de détails. Donc, par rapport aux événements qui cassent les codes du recrutement classique, j'ai un exemple qui est assez sympa. On a un client qui est une société de services en informatique qui nous a demandé d'organiser une feria. Et donc, on a organisé une feria pour la Pergola où
ils avaient des bandanas, on a fait un atelier cocktail, et du coup le cadre était complètement décomplexé, et les personnes ont vraiment pu passer un moment dans un cadre vraiment naturel, et ont pu discuter avec les gens de manière un peu plus cool et fun que lors d'un entretien classique. Après, c'était l'image que voulait véhiculer l'entreprise aussi. Et le super précis, c'est qu'aujourd'hui, on a la capacité, grâce à Feelings aussi, de pouvoir présenter des candidats aux événements et d'assurer qu'il y a un minimum de personnes qualifiées et ciblées qui viennent à ces événements. Voilà. La finalité de Feelings, c'est laisser les potentiels s'exprimer. Si j'ai monté cette société, c'est aussi pour pouvoir permettre à des personnes qui n'ont pas le profil parfait. On a fait un événement avec les Galeries Lafayette, par exemple, l'année dernière, où en fait, on leur a proposé de recruter des profils qui ont été sélectionnés grâce à leur profil Instagram, qu'on a fait venir lors de l'événement et qui n'avaient pas le profil justement parfait pour le poste, mais qui avaient la capacité justement à progresser. Et grâce à l'événement qu'on a créé, on a permis de laisser le potentiel s'exprimer et de faire en sorte que des personnes qui n'avaient pas forcément d'expérience en vente puissent devenir aujourd'hui des top vendeurs en Galeries Lafayette aux Champs-Élysées. Voilà, merci beaucoup. Conversation à la machine à café entre deux chargés de mission au sein d'un département RH. Salut Caro, ça va? T'as vu le dernier reportage sur la boîte? Ouais, pas terrible, hein. Je suis pas sûre que ça nous aide pour recruter. En plus, j'ai reçu plusieurs démissions de salariés expérimentés, ça va être compliqué de les remplacer. Et tu penses qu'en retravaillant l'accueil des nouveaux entrants, en valorisant les plus expérimentés, tu penses que ça nous permettrait d'avoir plus de personnes pour nous? Bah, tu sais bien qu'on n'a pas de moyens pour ça. Il faudrait déjà que les managers soient convaincus, et c'est pas gagné. Moi je pense que c'est insurmontable. Je te propose de demander à Olivier, tu es d'accord? Bah oui, t'as raison. Allons voir Olivier. Forme d'interview, donc ça va être des questions-réponses. Si jamais vous avez des interventions particulières, n'hésitez pas à nous en faire part et on vous donnera la parole. Donc je vous présente Olivier. Olivier, c'est le responsable régional RH pour la société Lidl, la chaîne de supermarché. Bonsoir. Donc il faut savoir que la croissance de cette entreprise est soutenue et de ce fait, cette entreprise intègre régulièrement des nouveaux collaborateurs qu'elle souhaite fidéliser. À ce titre aussi, pour répondre à son obligation de formation, la société a mis en place des journées d'intégration. Donc bonjour Olivier, nous discutions avec Caroline justement de la difficulté qu'elle éprouve à recruter et fidéliser. Tu nous as fait part à l'occasion d'une précédente discussion de la mise en place de journées d'intégration dans ta société. Est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît? Oui, en fait, nous intégrons une cinquantaine de salariés par mois. Il s'agit principalement de questions de services ou d'opérateurs logistiques, donc des préparateurs de commandes. Et l'enjeu pour nous, c'est de les fidéliser. Donc, on a mis en place cette fameuse journée d'accueil. Quelle communication, justement, vous mettez en place plus précisément pour attirer les nouveaux talents? Alors, sur la partie communication avant recrutement, c'est-à-dire pour attirer du public, on utilise un peu tous les canaux. Donc, le web, bien sûr, la diffusion d'annonces. On a aussi un site internet propre sur lequel on peut attirer des candidats. Ensuite, on fait de l'affichage. Donc, que ce soit de l'affichage mobile, de l'affichage digital, aussi de l'affichage urbain. Donc, du coup, tout ça au niveau de la communication, très bien. Donc, par ailleurs, je sais aussi que tu essayes de développer un réseau de proscripteurs en participant à des salons et à des forums. Donc, réussir l'intégration des salariés de la société dans le développement de l'image employeur. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus quand vous déroulez de cette journée d'intégration? Alors, déjà en amont, il y a le recrutement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, ce sont les managers qui recrutent les salariés. Donc, tous les managers ont été formés au recrutement, donc non-discrimination, mener un entretien professionnel. Et après, pour rejoindre ce que disait Vincent tout à l'heure, on essaye de sortir malgré tout du cadre classique, notamment en proposant des assessments
C'est-à-dire on met les candidats en situation, ça évite les candidats trop bien préparés et les discours un peu creux où chacun raconte des choses convenues. Oui, parce que du coup, donc on ne pense pas toujours, mais c'est vrai que l'entretien complètement reflète l'image de l'entreprise. Par rapport à tout ça, qu'est-ce qui est mis en place comme dispositif de recrutement justement au niveau des managers? Est-ce qu'il y a certains process à respecter, des procédures? Oui, en fait, on a établi un process complet. Donc, le candidat postule uniquement sur Internet. Ça nous permet d'avoir une traçabilité et d'ouvrir un échange avec lui régulièrement en donnant un état d'avancement de sa candidature. Ensuite, les tests auront lieu. Donc, différents niveaux de tests. Pour les employés les moins qualifiés, on a mis en place des tests qui, en fait, nous permettent de présélectionner les CV directement. Et pour les salariés les plus qualifiés, donc c'est un test de calcul en fait, pour simple, mais qui s'adapte en fonction du niveau de réponse du candidat. Et pour les salariés les plus qualifiés, ce que je disais tout à l'heure, il y a les fameuses assessment centers qu'on regroupe quand même avec des entretiens pour ressentir un peu plus les candidats et mieux les connaître. Je te remercie Olivier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de ce qui a été mis en place dans la société par rapport aux journées d'intégration? La partie administrative et la partie animation sont deux choses qui sont complètement dissociées et c'est de la volonté de Google justement de mettre vraiment à disposition des nouveaux entrants une qualité d'accueil qu'on peut retrouver ou non sur certaines autres entreprises. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus en détail le déroulé de cette journée, s'il te plaît? Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le salarié, une fois que sa candidature est validée, acceptée, on va lui demander de nous remettre 10 jours à l'avance l'ensemble des documents nécessaires à son intégration. Donc, chez nous, il y a un système de pointage, par exemple. Donc, on a besoin d'attribuer un badge au salarié. On doit aussi lui fournir des équipements de protection individuelle. On doit lui fournir une tenue de travail. Donc, tout ça, ça nécessite une organisation. Et de ce fait, on lui demande de nous fournir l'ensemble des renseignements une dizaine de jours avant. Ok, super. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à dissocier la phase administrative et la phase d'intégration proprement. Pour éviter un petit peu la lourdeur de tout ce qu'on connaît en termes de procédures d'intégration qui peuvent être un petit peu lourdes dans certaines circonstances. Du coup, par rapport à la journée d'intégration, donc comme tu me dis, on remet donc du coup l'ensemble des équipements, quelques goodies, on les accueille. On les accueille du coup. Voilà. Donc on leur remet des goodies, une tenue de travail, donc on leur met aussi un livret d'intégration. En fait, si vous voulez, c'est une sorte de séminaire. On accueille à peu près une cinquantaine de personnes par journée d'intégration, on en fait 2 par mois. Et du coup, c'est vraiment, l'idée c'est de faire venir tout le monde, de leur proposer un moment convivial et de leur présenter la société dans un second temps. Ce qui est important de préciser, c'est que ces journées sont réalisées en direction régionale. C'est-à-dire que les salariés sont recrutés pour la plupart dans les différents supermarchés, mais les journées d'accueil elles-mêmes sont organisées en direction régionale et mobilisent l'ensemble de l'équipe RH de la direction régionale. Est-ce que tu peux nous parler des personnes qui sont mobilisées justement pour animer ces journées? Ouais. Donc, comme je vous disais, on veut garantir un accueil uniforme. On fait ça en direction régionale. Et ensuite, on va mobiliser à la fois la responsable qualité de travail, la responsable formation, mais aussi des opérationnels qui viennent nous prêter main forte. Donc, on fédère quand même une grosse partie de l'équipe en place. Justement, nous, on se pose un petit peu la question avec le groupe. Pourquoi ces journées d'intégration sur la direction régionale et en une seule ou 2 fois, et pourquoi pas sur les supermarchés d'affectation? L'idée, c'est que le salarié ait une présentation de l'entreprise qui soit la plus efficace possible. Donc, en direction régionale, on dispose d'outils que les supermarchés n'ont pas. Par exemple, on peut leur présenter ce que fait l'entreprise et qu'ils ne doivent pas directement toucher à leur corps de métier. À titre d'exemple, Lidl est très impliqué dans tout ce qui est environnement. Donc, ça nous permet de leur montrer ce qu'on met en œuvre pour préserver l'environnement. Ça peut être des panneaux photovoltaïques, le tri des déchets, des camions propres parce qu'ils roulent le gaz naturel. Et ça permet aussi un peu de faire de nos salariés des promoteurs de l'entreprise. Donc si je reprends un petit peu ton déroulé par rapport justement à cette présentation, donc l'idée c'est qu'on
dissocier la partie administrative de la partie accueil. Donc tu nous informes qu'on accueille tous les nouveaux entrants, on leur remet donc tout le matériel nécessaire, les équipements, les goodies, etc. Et donc tu leur projettes des films avec la responsabilité, la responsable formation. Donc je sais aussi qu'après on leur présente aussi leur plan de formation et les futurs magasins qu'ils vont devoir parcourir pour effectuer leur formation. Au niveau de la journée, donc ensuite tu peux nous en dire un petit peu plus quand on déroulait une fois qu'on a fait la partie présentation d'entreprise et accueil, s'il te plaît. Donc en fait, dans un premier temps, on disait qu'on accueille les candidats, on leur vend un peu l'entreprise, on leur explique ce qui est mis en place dans l'entreprise pour qu'ils se sentent bien. Dans un deuxième temps, on leur déroule leur parcours de formation. Et enfin, on va en profiter de cette journée pour passer un moment de convivialité ensemble, puisqu'on les convie à un repas à base de produits Lidl. Donc ça leur permet de goûter à nos produits s'ils n'ont pas déjà fait. Et dans un dernier temps, on leur dispense une partie des formations obligatoires. Donc ça c'est propre à Lidl. Nous par exemple, on les forme en transpalette. On pourrait imaginer de le mettre en œuvre dans d'autres sociétés qui ont d'autres problèmes de sécurité. C'est vrai que donc, la partie sécurité, c'est aussi un gage de l'image employeur et nous, ça nous permet aussi de garantir la sécurité de nos salariés sur les sites et en magasin. Du coup, Olivier, je te remercie pour toutes ces précisions. Ce qu'on a mis un petit peu en arrière-plan, donc je me suis permis de reprendre quelques photos, puisqu'en fait, je travaille à l'école de je suis chargée de formation à Lidl. Donc voilà, du coup, on a pris quelques photos, on a mis donc, par exemple, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des journées entre nous? Alors les journées entre nous, ça c'est vraiment de l'image employeur mais en interne. En fait ce qu'on a voulu faire c'est promouvoir l'entreprise et mettre en avant ce qu'on proposait à nos salariés. Donc on a organisé à destination de l'ensemble des salariés d'entreprise des journées, on les réunissait par une cinquantaine de personnes et on avait organisé différents ateliers. Et au cours de ces ateliers, on leur précisait, on leur montrait les avantages qu'ils avaient à travailler chez Lidl en termes de sécurité, en termes de préservation de l'environnement, en termes de salaire, en termes d'accession à différentes formations. Voilà. Il y avait 5 ou 6 ateliers. Et il y avait aussi un échange libre avec le directeur régional pour prendre un peu la température et récupérer des idées de la salle. Du coup, dans un second temps, je vais vous présenter un événement qu'on a fait récemment. Marianne, est-ce que tu peux juste nous défiler des photos sur le tournoi de hand interrégion qu'on a mis en place du coup chez Lidl il y a à peu près 2-3 mois? Oui, en fait, on peut vraiment proposer des moments de convivialité avec nos salariés. Donc, bon, Lidl est partenaire du hand et à ce titre, on leur propose de participer à des tournois de hand. Donc là, c'est un tournoi qui s'est déroulé à Paris, ils ont pu rencontrer les joueurs. C'est un événement qui est fédérateur. On peut relier ça aussi sur nos réseaux sociaux internes. Donc ça permet vraiment aux salariés de se mettre en avant. On fait d'autres choses comme ça, par exemple, on participe au salon de l'agriculture et toutes les animations sont faites par des salariés Lidl. Nos campagnes de recrutement aussi, l'ensemble des personnes qui figurent sur les visuels de recrutement sont des salariés Lidl. Merci Olivier. Donc voilà, autant d'outils de notre boîte à outils justement pour permettre d'améliorer l'image employeur. Précision, concernant les journées d'accueil, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on les spécialise. On les spécialise pour les étudiants, on fait des journées spécifiques. Tout à l'heure, on parlait de donner de la visibilité aux gens. On permet à nos étudiants de se présenter, d'expliquer quel est leur projet. Et comme ça, on essaye de les amener vers des métiers Lidl, sachant que c'est assez vaste. Le panel est assez large, en fait, c'est juste dissocié. On les organise le samedi, notamment dans un canapé particulier, on leur présente les possibilités métiers qu'ils auront à la suite de leur formation et éventuellement que Lidl propose aussi l'alternance, toutes ces choses-là qui nous permettent du coup de garantir une image de marque et du coup de fidéliser nos salariés. Merci Olivier. Entre deux jeunes qui sortent d'un salon de recrutement. Ah, salut Anna. Toi aussi, tu viens voir ce que ça donne les salons de recrutement pour les jeunes diplômés? Ouais, franchement, je ne sais pas trop quoi en penser. Raconte. En fait, je suis allée voir le stand de la mairie de Toulouse
La mairie de Toulouse. Vous êtes casé dans un boulot pour toute ta vie? Eh bien, détrompe-toi. En fait, ils ont 250 métiers différents. Et dans question de changement, je ne suis pas sûre qu'il y en ait autant de choix dans toutes les boîtes. C'est pas faux. Si on allait en parler avec son DRH pour en savoir un peu plus. Kevin Manoncourt, vous êtes le directeur général adjoint et directeur des ressources humaines de chez Toulouse Métropole et ville de Toulouse. Ici, vous avez en charge 13 000 salariés, dont 8 000 pour la ville de Toulouse et 5 000 pour Toulouse Métropole. Dans un premier temps, j'ai envie de vous demander en quoi ce sujet sur la marque employeur peut constituer un enjeu pour notre activité. On sait tous que pour travailler dans la fonction publique, il faut passer les concours. Donc en quoi l'attractivité est-elle un sujet? Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Ça m'intéressait d'autant plus de venir parler des métiers du secteur public sur des sujets comme la marque employeur, sur lesquels évidemment a priori on pourrait penser que c'est pas un sujet qui concerne le secteur public, qui concerne plus les entreprises, mais sur lesquels dans le secteur public on est, notamment ici à Toulouse Métropole et à la ville de Toulouse, on est en train de travailler depuis 18 mois ou 2 ans sur ces sujets-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement d'évolutions dans le secteur public à mener, à conduire, que les évolutions vont très vite, que les attentes des usagers, de chacun d'entre nous par rapport à toutes les missions de service public, les attentes sont nombreuses. On est dans des périodes où les délais sont très très raccourcis, donc ça ne vous a évidemment pas échappé, mais sur les attentes vis-à-vis du secteur public, ça a complètement bouleversé les attentes traditionnelles. Et à un moment où on était plutôt dans une posture d'administration qui expliquait aux usagers comment ça allait se passer, quel délai, quel guichet, tout est complètement inversé. C'est les usagers qui ont besoin d'un passeport pour 24 jours, qui ont besoin d'une école maternelle parce que l'enfant dans tel chose. Donc du coup, le rapport des usagers est vraiment changé. Et dans le milieu professionnel de tous les agents, la fonction publique s'ouvre beaucoup à tous les profils, ce qui fait que ce qui était vrai il y a quelques années, on parlait d'un fossé, d'un clivage entre le secteur privé et le secteur public est en train de diminuer très 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 largement. Il y a beaucoup de passerelles qui sont possibles pour venir dans le secteur public et rester un moment, une mission ou 10 ans et repartir dans des entreprises. Il y a beaucoup de possibilités d'aller-retour. Le statut de la fonction publique continue d'être orienté autour des concours. Donc il y a encore des concours qui existent, il y a encore des progressions de carrière qui sont possibles par les concours, mais c'est plus le seul moyen de travailler au secteur public, d'évoluer. Et beaucoup de personnes sont intéressées par le sens finalement des actions qui sont proposées par le secteur public. Et sur la marque employeur, on a commencé ces derniers temps à y réfléchir, à y travailler avec l'interaction de plus en plus facile et naturelle avec les collaborateurs de Toulouse Métropole, les différents salariés, les attentes des plus jeunes, les attentes du recrutement. Alors on ne fait pas encore des férias, mais ça va nous inviter. Nous on est un peu classique là encore. Alors on a des process de recrutement sur les questions d'entretien de motivation, d'assessment, comme tu as pu en parler, des questions autour du recrutement. On n'a pas encore créé de moments comme ça de commun. Il y a effectivement un intérêt important pour toutes les personnes qui sont intéressées par le sens du service public, c'est la variété des métiers. À Toulouse Métropole, il y a 250 métiers. Donc on recrute des responsables RH, des juristes, des contrôleurs de gestion, comme dans le secteur privé, et puis des jardiniers, et puis des urbanistes, des architectes, des auxiliaires de purification pour faire fonctionner des crèches, des animateurs de centres de loisirs. Enfin, il y a beaucoup d'activités du quotidien qui sont des missions de service public et pour lesquelles on a besoin de recruter et on a aussi besoin d'attirer les talents, quel que soit l'âge, quel que soit le métier, pour venir participer à toutes les transformations du secteur public qui sont engagées. Merci Eric pour toutes ces infos. Pour terminer, finalement, est-ce qu'on peut dire que le métier des ressources humaines s'exerce différemment dans le public par rapport au privé?
il y a beaucoup de similitudes. Et il y a une très très grande variété. Si on aime les ressources humaines en règle générale, on aime les métiers. Donc l'intérêt de pouvoir travailler 1 heure avec les policiers municipaux, l'heure d'après avec les architectes, les urbanistes qui réfléchissent à la 3e ligne du métro, et puis l'heure d'après avec les partenaires sociaux, et puis l'heure d'après avec le métier de la petite enfance, en termes de RH, c'est absolument passionnant parce qu'on découvre beaucoup de métiers, beaucoup de corporations, beaucoup d'expertise dans tous ces métiers-là, donc il n'y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui permettent une telle variété de métiers. Donc, pour les plus jeunes sur les métiers RH, il y a beaucoup de projets de transformation à conduire, puisqu'en fait le secteur public doit encore se réinventer beaucoup. Il y a beaucoup de contraintes financières, parce que l'argent public devient rare, donc il faut réfléchir à de nouvelles formes d'organisation, il faut mutualiser des services, il faut retravailler sur des équipes, il faut redonner du sens aux managers. Donc il y a des missions absolument passionnantes. Et du coup, des enjeux, des équipes, des budgets qui sont confiés à des jeunes qui démarrent dans les ressources humaines, dans le secteur public, avec des niveaux de responsabilité assez importants, assez vite. Donc il y a aussi des caractéristiques, et nous, ce qu'on essaie de promouvoir, en discutant notamment comme ce soir. Et je vous remercie parce qu'effectivement, c'est pas encore très connu, donc c'est important de faire passer le message pour faire de belles carrières aussi au niveau RH dans votre secteur. Je voulais terminer par, vous avez réalisé en fait avec vos équipes plusieurs vidéos sur la thématique un agent, un métier. J'en ai sélectionné une parce que je trouve que la femme qui présente est particulièrement inspirante. Et donc voilà, je voulais découvrir cette vidéo. Année d'année, on a environ 7 millions de fleurs qui passent entre les doigts. Aujourd'hui, on va refaire le massif de l'entrée du jardin numéro 6. C'est physique. Vous pouvez emporter du poids, coquilles. Et je sais pas combien de services municipaux. Ils produisent en tout environ 400 000 fleurs tous les massifs de l'année. Je suis jardinière, responsable du jardin numéro 6. Je suis rentrée à la mairie de Toulouse en 2001, 1er février 2001. Et j'ai fait plusieurs équipes, je suis rentrée au CERF de la ville. Je suis allée après à la Prairie des Filtres et actuellement, depuis 2007, je suis au jardin numéro 6. Thierry, tu vas faire un peu de propreté. On arrive pour le jardin à 7 heures, on fait un petit briefing, chacun sait ce qu'il a à faire et nous démarrons la journée là, dans le river. Il ne faut pas vous planter des fleurs, il faut avoir des notions de mécanique, des notions d'arrosage, il faut connaître forcément les fleurs, les arbres et les arbustes. C'est très polyvalent et physique est très polyvalent aussi. Les sont encore jolies, elles sont réutilisées en compost, elles sont dégradées. Ça sent le compost tapé pour les Toulousains. Mais de se faire. J'ai un brevet de technicien en horticulture et production florale, un autre brevet de technicien en pépinière ornementale fruitière, et j'ai un niveau BTS. Ce que je veux passion des plantes déjà à la base. J'avais envie d'être bon, de travailler en contact avec la nature. Le métier de jardinier est en perpétuelle évolution. Ça fait des années qu'on n'utilise plus aucun produit, donc le désherbage est manuel. On fait de l'agriculture bio, on y arrive. Et le jardin ici, c'est entretenu en preneur, c'est-à-dire que c'est un entretien très strict. Et c'est pas Versailles, mais pas loin, parce que c'est pour l'exigence aussi. On a peur de sortir un petit peu quand il fait froid, pas mal de contraintes, mais après on est récompensé par le résultat que l'on retrouve dans les massifs. Vous voulez savoir ce que c'était la plante plus haute? Il y a beaucoup d'habitués dans ce jardin. On pose beaucoup de questions sur son plantes et c'est assez intéressant. Et ça fait du bien et c'est souvent les mêmes personnes. Bonjour. Merci, ouais. On va la garder. On a 6 ronds-points dans Saint-Cyprien. On a un petit jardin agricole. Là, c'est des estrapades, on a ces oliviers, ces petits coins là. C'est sympa. On a porté 40 litres par arbre, ça fait à peu près 4 arrosoirs et tous les 15 jours. Ce sont des arbres plantés cet hiver. On plante de nouveaux arbres, cette année on a planté 2000 arbres en dessous de la ville. On prend 10% de notre surface en plus
pratiquement, donc c'est pour ça d'entretenir en plus, on est sincère. Et du coup, ça nous fait un peu plus de travail, et ça permet aussi d'éliminer un peu les petits bêtes de chaque jour. Merci à tous. Nous allons maintenant passer à la seconde partie de notre soirée et je vous propose de poser des questions. Pour lancer les discussions, je vais initier la première, parce qu'on sait que c'est toujours la première qui est la plus difficile. Alors nous avons compris que la marque employeur se joue à plusieurs moments du parcours du candidat, puis du salarié dans l'entreprise. Selon vous, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter, des mauvaises pratiques ? Je me permets. Pour moi, la plus mauvaise pratique qu'on peut avoir en termes de marque employeur, c'est d'avoir une marque employeur qui est décalée avec sa propre marque employeur. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des sociétés qui voulaient véhiculer une image qui n'avait strictement rien à voir avec la réalité. Et donc, dans ces cas-là, c'est pas possible d'avancer. Et en effet, on peut attirer les candidats à venir dans une société pour qu'ensuite ils rejoignent la société, l'intégration soit une catastrophe. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être très vigilant, d'avoir vraiment quelque chose qui est cohérent. Quand on a proposé le concept de la feria à mon client, c'est parce qu'on avait passé du temps avec eux, on avait compris qu'ils faisaient beaucoup d'apéros le soir, qu'il y avait une grosse dynamique festive dans la société, qui faisait énormément de team building, de soirées après le travail, et que le fait de proposer ça correspondait vraiment à l'image qu'ils voulaient véhiculer. Donc voilà pourquoi c'est très important de faire quelque chose d'adapté à chaque fois. Après, il y a aussi un autre point. Alors, je suis entièrement d'accord sur la partie fournir une image de l'entreprise qui correspond à la réalité. Et puis après, pas oublier ceux qui sont là. C'est-à-dire que souvent, on met en œuvre beaucoup de choses pour attirer de nouveaux talents. Mais il faut aussi penser à communiquer avec ceux qui sont là depuis plus longtemps, eux aussi puissent rester bien dans leur basket et nourrir ce dialogue permanent, tant par rapport aux objectifs qu'on peut leur fixer, mais aussi sur ce que fait l'entreprise et tenir informé de l'activité de l'entreprise. Après, j'ai vu la problématique qui est très marquée parce qu'on en a une ici. Je partage évidemment, je rajoute aussi le fait que la marque employeur est très très difficile à construire parce que ça prend beaucoup de temps, que ce soit sur les valeurs qui correspondent à l'entreprise ou à la collectivité, parce que tout ça, on peut rapidement se dégrader si on ne fait pas attention, et du coup il faut absolument que ça repose sur d'abord l'interne, comme l'interne, travailler d'abord sur cette thématique-là, sur l'interne, avant de commencer à réfléchir sur cette marque employeur. Dans un des sketchs que vous avez fait tout à l'heure, vous parliez de l'aspect marketing, de ce que ça fait, etc. Mais c'est tellement vrai qu'il faut absolument faire attention que ça ne soit pas un concept uniquement marketing, mais que ça correspond absolument à une réalité, parce que les collaborateurs passent quelques heures au boulot ensuite, et si le décalage est vraiment important par rapport à ce qui se passe, ce qu'ils vivent, ce qu'ils peuvent comparer, l'effet est catastrophique. Donc l'effet boomerang est très très dangereux. Donc voilà, moi j'ai un point de vue assez prudent par rapport à ça, sur lequel le contexte n'est probablement pas le même dans une grande collectivité que dans des entreprises ou des startups qui se développent très très vite, mais qui du coup sur nos sujets à nous, on est très vigilant à ce qu'on fait en sorte qu'on n'ait pas un effet boomerang qui soit encore pire que ce qu'on peut faire. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir à tous. Je suis très contente de voir qu'il y a à la fois le secteur privé et le secteur public représentés ce soir, parce que je suis une ancienne TDS et pourtant je travaille dans le secteur public, donc ça me fait plaisir. D'autant plus de voir M. Malenfant présenté ce soir, que les employeurs du secteur public de Toulouse quand même. Moi j'ai une petite question en tant que, on va dire, ancienne chercheuse d'emploi, peut-être nouvelle chercheuse demain. Et puis, par rapport aux enjeux du secteur public sur les thématiques que vous avez abordées, par rapport à votre marque employeur qui porte quand même une
président, donc assez sclérosé, avec beaucoup d'hierarchie, des contraintes fortes par l'administrative. Moi, ma première question, c'est comment vous faites pour aller chercher les talents que vous identifiez, vous, en tant que besoin? Ça c'est le sujet essentiel. C'est qu'avant d'aller chercher des talents à l'extérieur, est-ce qu'on a bien vérifié qu'on n'avait pas trouvé dans nos deux grandes maisons, on est deux collectivités différentes, la ville de Toulouse et la Toulouse Métropole, on est RH mutualisés, donc on travaille pour les deux. 13 000 collaborateurs sur l'ensemble de ces deux collectivités. Il y a des talents parmi chacun. Et du coup, c'est effectivement ça des enjeux absolument essentiels, c'est d'arriver à détecter, on a encore beaucoup de progrès à faire sur la bonne connaissance des talents et ou envie de développement des collaborateurs de ces deux grandes maisons. Donc on a travaillé sur beaucoup de process assez classiques en RH sur la détection des talents, sur les entretiens annuels d'évolution, sur les bilans de parcours, les entretiens de mi-carrière, tout ce que vous apprenez à TDS et que vous étudiez, vous mettez en œuvre dans l'entreprise ensuite. Du coup, on a développé tous ces dispositifs-là. Pour autant, je suis absolument convaincu qu'on a encore beaucoup à faire pour travailler sur la détection des talents d'intérêt. Et sur la première partie de votre question, sur le fait que ça soit sclérosé, que ça soit pour le coup des collectivités qui ne sont pas forcément agiles, c'est un peu l'utope que de le dire. C'est aussi l'effet de la très grande variété des métiers. Donc c'est vrai quand on a autant de directions avec autant de métiers différents, on a besoin de directions opérationnelles qui soient en capacité de gérer les espaces verts dans un cas, de construire la métropole de demain et de 2050, parce qu'on a des équipes qui travaillent sur la métropole à l'horizon 2050, et puis sur des sujets hyper opérationnels du temps d'attente moyen pour les actes d'état civil. Donc on a des différences d'appréhension, c'est ce qui fait vraiment le charme de nos métiers, qui en rend difficile. Et le sujet des niveaux hiérarchiques, par exemple, des questions sur lesquelles on est en train de se poser, c'est-à-dire comment faire pour décloisonner, faire en sorte que les équipes travaillent de manière plus transverse. Dans les questions de réorganisation de direction, par exemple, on est en train de se questionner sur le nombre de niveaux hiérarchiques. Il y a pas mal d'entreprises qui travaillent comme ça sur des organigrammes plats, il y a différents littératures sur ces sujets-là. Donc ça impacte le secteur public. On regarde nous combien de niveaux hiérarchiques entre l'agent des écoles maternelles et le directeur général chargé de l'éducation, par exemple. Quand on fait ce compte, on se fait peur, donc on se dit comment progresser sur ce sujet-là. Une autre question? Bonsoir. Alors moi, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. On sait qu'expérience candidat avec le recrutement, le onboarding, c'est important, mais il faut aussi échelonner les collaborateurs qui partent. Donc ça commence à être bien relié dans le lien, sur les réseaux sociaux. Il faut les échelonner parce que ça aussi, ça contribue à augmenter la marque employeur. Pour ma part, je vous rejoins tout à fait. À titre d'exemple, nous par exemple, on téléphone à chacun des salariés qui quittent l'entreprise pour savoir qu'est-ce qui a motivé son départ. Et ça nous permet à la fois d'identifier un turnover qu'on va dire naturel, c'est des gens souvent parce qu'ils ont un projet, une idée qu'on va etc. Et aussi ça nous permet de nous améliorer en identifiant des problèmes de management, des problèmes de conditions de travail qui sont mal perçus par les salariés. Enfin, ça permet de mesurer le ressenti des anciens salariés. Mais il y a ça, c'est là. Qu'est-ce qui a motivé qu'est-ce qui a fait que le collaborateur part à un moment, mais c'est aussi l'accompagner, organiser un peu de départ. C'est tout ça aussi, comme c'est ce que disait Vincent tout à l'heure par rapport à casser un peu l'école, c'est-à-dire organiser des choses aussi quand un collaborateur part. Parce que lui aussi va parler de son expérience, comment j'ai été traité quand je suis partie de l'entreprise. C'est vrai. Juste pour rajouter aussi qu'il y a dans le fait de partir une bonne nouvelle aussi, parce que ça fait
peu difficile de chercher des talents à l'extérieur, mais déjà si en interne on peut proposer des parcours intéressants aux personnes qui veulent bouger, c'est aussi un enjeu fort. Juste rajouter aussi, alors je suis complètement d'accord avec ce qu'on dit hier, je pense qu'aujourd'hui les entreprises doivent faire un gros travail par rapport à l'employabilité. Je compare souvent ça avec une relation de couple. Quand on est avec quelqu'un, le fait de se dire ah ben on va rester ensemble toute notre vie, au final ça donne envie de scléroser un petit peu la relation. Alors c'est personnel, hein. Et je vois pareil, je vois les choses de la même façon dans la vie pro, c'est-à-dire que quand j'ai un nouveau collaborateur qui arrive dans l'équipe, je lui dis écoute, on va essayer de passer un maximum de temps ensemble, je ne sais pas combien de temps ça va durer, on va essayer de faire en sorte que la relation elle soit la meilleure pour toi comme pour moi, que tu apprennes un maximum de choses de ma part et que j'apprenne un maximum de choses de la tienne. Et si tu pars dans 1 an, 2 ans, c'est la vie, c'est comme ça, tu auras trouvé quelque chose de mieux, je serai ultra content pour toi. Et je pense que les entreprises devraient vraiment voir les choses de cette façon et devraient essayer de justement dynamiser leur façon d'intégrer les personnes. Voilà. Bonsoir, moi j'ai une autre question. On a parlé effectivement de l'expérience collaborateur qui est entièrement liée à la marque employeur. Pour justement un petit peu évaluer cette expérience collaborateur, est-ce que vous avez mis en place des structures, des sondages ou des baromètres qui permettent effectivement d'évaluer ce ressenti des collaborateurs dans leur vie de tous les jours au sein de la structure, et aussi effectivement ces sondages permettent d'évaluer pourquoi les gens s'en vont. Alors, pour notre part, on a mis en place deux niveaux en fait. Il y a un niveau juste après l'intégration où on questionne les salariés sur 3 semaines après leur intégration. On les questionne, on les fait revenir en direction générale, on les questionne quant à leur satisfaction, comment ils sont dans l'entreprise après 3 semaines. Et puis après, tous les ans, et là c'est pour tous les salariés, de manière, il y a un sondage qui est fait, on leur pose 5 questions. Je ne les ai plus toutes en tête, mais c'est le rôle de l'entreprise et du content de l'entreprise. C'est vraiment des questions autour du bien-être. Et ça nous permet de monitorer justement la satisfaction des gens au travail. Bonsoir. Je voulais juste dire que pour ce qui nous concerne, on n'a pas encore. On a vu toutes ces dernières années beaucoup de conseils, de consultants proposés tout un tas d'activités autour des baromètres, des sondages, etc. Nous, on a beaucoup travaillé sur les questions de qualité de vie au travail, et à travers ça, sur l'évaluation des risques, la sécurité au travail, dont on parlait aussi tout à l'heure, d'essayer de regarder tous les signaux faibles finalement qui pouvaient apparaître parmi tous ces moyens. On fait des questionnaires assez ciblés sur les nouveaux recrutés, sur les personnes qui ont participé au dernier séminaire, les cadres, les personnes qui ont participé au dernier journée, aux dernières journées d'accueil. Voilà, donc des choses assez ciblées, mais pas des sondages de nouveau. Bonsoir, je suis un étudiant de master de RHTVS. J'avais 2 questions. La première, c'est que vous avez parlé de marque employeur et qu'il était important qu'il y ait une résonance entre la réalité et ce que vous proposiez aux candidats. Et du coup, je me demandais en toute curiosité malsaine si vous pouviez nous donner des exemples d'entreprises qui faisaient des choses. Ouais, on avait joué. La deuxième question, c'est que vous avez parlé de marque employeur comme importante, c'est aussi qu'il y avait derrière de l'intégration qui devait être présente dans notre rôle. J'ai l'impression qu'il y a d'autres conditions, par exemple, qu'il y ait une communication claire, qui soit consistante aussi avec ce qui est fait. Du coup, je me demandais s'il y a d'autres conditions pour vous mettre en place sur un employeur et aussi comment répondre à ces conditions. Pour ma part, concernant les exemples de dissonance entre la marque employeur et le ressenti des personnes qui viennent d'intégrer l'entreprise, quelque chose qui peut se produire, y compris chez Lidl, enfin il faut être clair. À un moment donné, il y a une personne qui intègre une entreprise, et nous on a mis 500 magasins. Il se peut très bien que pour une personne, le supermarché qui l'accueille soit dans une période de difficulté parce qu'il y a du personnel, parce qu'il y a des travaux au bord de la route, parce qu'on rénove le magasin, et puis cette personne n'est pas accueillie comme elle avait promis qu'elle allait être.
pense que dans les grandes entreprises, c'est quelque chose qui peut se produire assez facilement. Surtout s'il y a beaucoup de managers qui sont dispersés sur le territoire. Parce que ce qui est dur, c'est de faire avancer la vision RH jusque dans tous les supermarchés. Je pense que c'est pareil au niveau du... Alors, pour la première question, en fait, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas refusé de faire des événements, mais on a fait des événements qui étaient adaptés à la marque employeur des sociétés. Donc, bien entendu, je ne vais pas communiquer sur le nom des sociétés qui voulaient faire des événements qui n'étaient pas autour de la marque employeur. Ce ne serait pas très simple. La deuxième question, je veux bien que tu me réexpliques ce que tu voulais, parce que je t'avoue que je n'ai pas tout suivi. Vous avez dit que la troisième question, vous avez dit que la marque employeur, ça marche. Il faut qu'une communication soit réunie, une communication qui soit claire, qui est l'intégration qui suit. Par exemple, le recrutement, l'intégration, la communication, c'est trois aspects qui doivent être dissociés dans les RH. Est-ce qu'il y a d'autres conditions, d'autres choses qui doivent être rassemblées et comment on peut faire, nous, dans notre entreprise, pour les rassembler? Parce que, par exemple, la communication et les RH, c'est traditionnellement deux départements différents, parfois qui ne communiquent pas entre eux, et il peut y avoir... voilà, comment on fait pour mettre ça dans l'entreprise? Alors, c'est une excellente question. Pour le coup, c'est vrai que les entreprises à lesquelles on a fait les meilleurs événements, c'était des entreprises où il y avait une vraie communication entre les RH et le service communication. On sait qu'historiquement, il y a beaucoup de sociétés où il y a un fossé entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des structures où les RH prennent le lead sur certains événements, et au bout d'un certain moment, la communication met son nez dedans et nous disent bon ben en fait ça va pas le faire, on va tout reprendre à zéro et on va faire un événement comme je veux qu'il soit. Donc c'est pas évident. Comment restaurer cette communication? C'est un très très vaste sujet sur lequel on pourrait passer la soirée. J'ai pas de recette magique, mais je pense que ne serait-ce qu'en termes de budget, les RH devraient avoir beaucoup plus de possibilités de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, avoir accès à des community managers spécialisés. On est dans un monde idyllique, on est d'accord que tout le monde ne peut pas encore faire ça, mais il faut pousser au maximum pour que les RH aient un budget comme nous. Et je pense que ce sera le meilleur moyen pour commencer à améliorer sa marque employeur et faire un vrai travail de fond sur le long terme. Et la marque employeur, elle se véhicule surtout par les candidats. Et une société qui n'a pas de budget, où vous êtes 10, où il n'y a rien qui est mis en place, si les gens sont bien intégrés, qu'ils se sentent bien, qu'ils font quelque chose qui leur plaît, c'est quand même la base de toute la marque employeur de la structure. Juste un mot en fait, par rapport à ce que vous avez cité. Effectivement, il y a beaucoup d'outils, mais l'essentiel c'est la stratégie. En fait, c'est d'abord qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi bosser sur le sujet, quelles sont les difficultés de recrutement, dans quel métier, dans quel secteur ils acquisent des pénuries de candidats ou des cartes de talent, comme on dit, ces sujets-là dans cette communauté. Donc c'est d'abord la stratégie que l'on vise, que l'on cherche à atteindre, et à partir de là que l'on peut décliner avec des événements, avec de la com, avec des community managers, avec des vidéos. Après il y a l'outillage en RH, on en a toujours beaucoup, on a beaucoup d'idées pour créer des outils, mais la première chose c'est surtout pas l'outillage, c'est la page blanche. Et c'est, voilà, que voulons-nous faire? Pourquoi ça s'est préoccupé de ce sujet? Et donc, apprenante à TBS, ma question s'adressait particulièrement à Olivier, j'espère ne pas mettre mal à l'aise, mais les médias ont été particulièrement durs avec votre marque. Enfin, c'est de la représentation que j'en ai en tout cas. Je voulais savoir si ça avait changé votre stratégie. Justement, en termes de marque employeur, est-ce que ça permet pour vous de plus communiquer sur ce que vous faisiez déjà? Si ça a changé votre façon d'accueillir et de gérer à la fois les personnes arrivantes et celles qui étaient déjà chez vous et mettre en valeur tout le monde? Et aussi si ça avait bloqué finalement votre quête de talent à un moment donné, d'avoir eu quelque part quelque chose qui vous appartenait peut-être. Après,
Nous, on a un bon cas d'école parce qu'on s'est développé pendant longtemps en secret et sans communiquer. On a opéré un virage stratégique il y a 6-7 ans. En fait, le virage stratégique, c'était de monter en gamme, c'est-à-dire de sortir du discount. Et à partir de ce moment-là, on s'est exposé médiatiquement. Et effectivement, il y a eu, du coup, on a attisé les curiosités. Et il y a certains reportages qui ont été diffusés, qui nous montraient sous notre favorable. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que ça nous a obligés à aller plus loin et à faire mieux. C'est-à-dire qu'on a dû riposter et ça nous a obligés à réfléchir à la communication autour de nos actions. Donc, même si la pilule était dure à avaler parfois, ça nous a permis de nous améliorer et ça a aussi permis, je pense, à toutes les couches de l'entreprise de mesurer l'impact que l'image avait. Pendant longtemps, on s'est dit, du moment qu'on propose un produit de qualité et pas cher, on dit bon, non, il n'y a pas que ça. Il faut proposer un produit de qualité, pas cher, avec une personne qui a envie de le vendre et dans une entreprise sympa. Et ça nous a obligés à prendre en compte tous ces aspects. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien, merci. D'autres questions? Je vais remettre l'antenne deuxième. Toujours sur vos retours d'expérience dans vos entreprises ou parmi vos pairs, on entend de temps à autre parler d'advocacy, un nom un peu barbare pour signifier employé, collaborateur, ambassadeur. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur cette pratique? Ce que je peux en dire, c'est que dans la partie collaborateur, déjà, pour collaborer, pour aller ensemble, il faut avoir un but en commun. Donc, nous, la chance qu'on avait, c'est un peu la question de tout à l'heure, c'est qu'on avait un projet, c'est de se repositionner. Donc, ça, c'est un vrai projet qui fait avancer les gens. Et après, sur la partie ambassadeur, tout à l'heure, j'en parlais, on essaye vraiment de faire de nos employés, des employés, des fers de lance de l'image d'entreprise. Donc, à ce titre, on communique beaucoup sur ce qu'on fait en interne. Et puis après, on les met en avant dans différents événements. Donc là, je passe sur l'agriculture, des campagnes de recrutement. Voilà. Il y a plein de choses comme ça à mettre en œuvre qui permettent aux salariés de rôder un discours au cours duquel ils vont défendre l'entreprise. Après, ça leur permet, lors des discussions privées ou à l'occasion de rencontres informelles ou à l'occasion d'un entretien de recrutement, d'avoir les arguments pour mettre en avant l'entreprise et de devenir des vrais ambassadeurs. L'exemple de la mairie était juste parfait pour souligner cette question. C'est vrai que c'était super intéressant de voir quelqu'un qui au quotidien dit qu'il est content dans son job et qui fait un job aussi qu'on a envie de faire quand c'est quelque chose de spécifique comme ça. Moi j'ai eu la surprise il y a 3 semaines de ça d'avoir un post LinkedIn du premier collaborateur que j'ai embauché il y a 2 ans qui a indiqué sur LinkedIn que voilà, il fêtait ses 2 ans, qu'il était content, qu'il avait quitté une boîte de 600 salariés pour rejoindre un mec un peu farfelu qui avait décidé de monter une start-up dans un petit appartement à Toulouse. Il a indiqué qu'il ne regrettait pas son choix, qu'il en avait chié, mais que maintenant il était content. Et que voilà, c'était vraiment une expérience réussie. Et là, je pense qu'en termes d'expérience collaborateur, d'employé advocacy, de marque employeur, ben, on ne peut pas faire mieux que ce genre de message, quoi. Oui. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous citer chacun un exemple d'entreprise qui figure d'exemple sur la marque employeur et pourquoi cette entreprise spécifiquement? En plein examen, ce qu'il a réalisé. Quand on pense marque employeur, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est Decathlon. Parce que pour le coup, ils ont une intégration qui est parfaite, ils mettent en avant leurs collaborateurs, ils embauchent des gens passionnés sur les métiers sur lesquels ils travaillent. Moi, ce serait l'exemple que j'aurais donné.
Pour moi, c'est Decathlon qui aujourd'hui en France fait quand même un énorme travail là-dessus. Et pour le coup, il y a une vraie adéquation entre la réalité et l'image qui dégage. Actuellement, la grande entreprise qui aujourd'hui reste leader, là, il y a un sondage de Figaro, c'est Carrefour, qui reste attractif pour les jeunes diplômés. Et là, je pense que ça touche à un deuxième aspect, c'est qu'il y a quand même souvent un choc, mais une synergie entre la campagne de communication destinée à vendre des produits et la campagne de communication, et la politique RH d'entreprise. C'est-à-dire que je pense que les gens associent volontiers Carrefour à jeux positifs, des communications qui sont arrêtées et qui sont bien faites. Il n'y a pas forcément une communication employeur qui est déployée par Carrefour en tant, mais elle reste attractive grâce à ces campagnes de communication autour de ces produits. Le public, ça nous fait avec les échos, ils sont assez proches. Moi, je regarde de près ce que font à la fois la marine et l'armée. Parce que là, pour le coup, des campagnes de communication sur la marque employeur assez impressionnantes, mais engagées pour rester plus vertueux. Mais en disant, on cherche des talents, on propose des parcours à des hommes et des femmes, on cherche des compétences techniques, avec un objectif pour le coup qui a du sens, parce que c'est quand même une défense. Sont assez différentes là, sur ces dernières années. Alors, Michel et Augustin, je me souviens qu'ils avaient fait une vidéo dans le métro où il y a une dame, une collaboratrice qui disait qu'ils recrutaient des responsables qualité, des acheteurs. Alors, sur le principe, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans le sens où ça cassait vraiment les codes. Est-ce qu'elle a échangé sa carte avec des gens dans le métro, elle a eu des personnes qui étaient responsables qualité ou acheteurs? Je pense pas. Maintenant, la communication qu'ils ont fait via la vidéo, en effet, était vraiment boule de neige et a permis de véhiculer une image très positive et qui casse les codes en termes de marque employeur. Maintenant, d'un point de vue extérieur, j'ai une super image. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les actions concrètes qu'il peut y avoir et les résultats qu'il peut y avoir en face. Aujourd'hui, de par l'action qui a été menée, de faire cette opération dans le métro, est-ce qu'il y a eu des résultats? Je ne sais pas. La vidéo qui a débouché sur l'action qui a été menée dans le métro a amené des résultats, ça c'est pratiquement sûr. Voilà. Bonsoir. J'avais une question par rapport au côté événementiel. Vous parliez en fait du recrutement classique qui était fait en base sur les nouvelles pratiques. Est-ce que vous ne pensez pas non plus que le côté événementiel, les rapports peuvent être biaisés quand il s'agit de recrutement? Les rapports peuvent être biaisés. Qu'est-ce qui peut empêcher une personne justement de biaiser une relation à partir du moment où elle est plus naturelle? En fait, aujourd'hui, les événements qu'on crée, ils sont vraiment pas là pour faire en sorte que les gens soient quelqu'un d'autre. Au contraire, j'ai plus l'impression que pendant un entretien classique, on va avoir tendance à jouer un rôle, à être soi-même parce qu'on va avoir un discours bien ficelé. Et justement, le fait de mettre des personnes peut-être un peu en difficulté de leur situation classique va permettre justement de faire révéler un peu leur potentiel. Je vois un peu les choses de cette manière. Maintenant, si tu as un exemple que tu veux qu'on... Non, en fait, c'est plus avec le retour d'expérience en fait, que vous pouvez avoir sur les 2 ans que vous avez pratiqué l'activité. Est-ce que c'est les retours des sociétés qui vous ont consulté, est-ce que c'est plutôt positif ou est-ce qu'il y a malgré tout toujours ce côté on ne découvre pas complètement la personne même sur ce genre d'événement? Alors c'est sûr, ça ne suffit pas. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas s'arrêter à un entretien événementiel. À un moment donné, il faut parler salaire, il faut parler embauche, il faut parler démarrage, il faut parler préavis. C'est un passage obligatoire. On ne peut pas se permettre de faire un match de basket avec un futur recruteur et ensuite d'être embauché. Maintenant, les résultats ont été très positifs dans le sens où on a des stats qui disent qu'une personne qui a vécu une expérience de recrutement événementiel
a 2 fois plus de chances d'accepter une offre, dans le sens où elle connaît mieux l'entreprise, elle a pu discuter avec les personnes qui occupent le job lors de ces événements, elle est plus rassurée. Donc ça, c'est un vrai atout et c'est quelque chose qui fonctionne. L'autre point, c'est que je pense qu'il y a dans la salle des personnes qui recrutent sur des profils pénuriques. Et aujourd'hui, proposer un développeur Java J2E qui reçoit 50 messages sur LinkedIn dans la même journée, de participer à un événement sympa, ludique, où il va en savoir plus sur les technos sur lesquels il va travailler, que de faire un entretien classique, et il aura beaucoup plus de chances quand même d'aller à l'événement plutôt qu'à l'entretien. Y a-t-il une dernière question? D'abord, merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Et je vous demande également d'applaudir nos intervenants, donc Vincent Furlan, Olivier Le Breton. Disponible pour nous et merci pour la qualité de vos réponses. Merci à vous pour la qualité de vos questions. On se rend compte aujourd'hui que la marque employeur est au cœur de la stratégie RH, que ce soit donc pour le recrutement, pour l'intégration, l'expérience collaborateur, et également pour la mobilité en interne au sein de l'entreprise. Et c'est donc un enjeu à prendre en compte pour toutes les entreprises. Voilà. Axel, si tu veux finir. Encore une fois, merci à tous. Cette conférence elle a été possible notamment par l'aide de nos sponsors, donc, que l'on remercie chaleureusement. Donc on va remercier Lidl, Fresh Location, Campagne, Éléonore, Cochon Qualité à tes saveurs, Crèmerie Martin, Les Petits Plats de Clémence, SDME et Au Bon Quignon. Enfin, on tient à remercier particulièrement la mairie de Toulouse qui nous a permis de réaliser cette conférence dans une belle salle, emblématique, la salle du Sénéchal. On tient également à remercier la Toulouse Business School qui nous a permis de constituer ce groupe de travail. Vous avez écouté des histoires ce soir, des histoires de RH. Moi, je vous ai raconté une dernière pour clôturer ces échanges. C'est l'histoire de ce groupe de conférence qui a été formé il y a quelques mois et qui est parti d'une page totalement blanche. Et cette page, nous l'avons griffonnée, nous l'avons quelque peu malmenée au fil des semaines, mais grâce à l'aide donc notamment de notre équipe de choc, 3 intervenants de choc donc, ce soir, cette page blanche, on l'a amenée ici avec vous ce soir, et cette page blanche est devenue cette conférence. Donc merci encore donc, pour votre présence. Et si vous me permettez de terminer un petit moment d'autocongratulation, un grand bravo tout simplement donc, pour avoir amené ce projet ici ce soir. Et dans l'ordre, féliciter Marlène Gomborieux qui a la régie ce soir. Lucas Pradette, Christelle de Travers, Anne-Laure Garocher, Caroline Antepon. On remercie aussi particulièrement Thomas qui nous a permis donc, de réaliser ces très belles affiches qui on a pu notamment. Je sais pas vous, mais il fait chaud. Et on a prévu un petit cocktail pour vous. Donc on va vous demander de vous diriger juste en rapport à la carte d'exemple. Un petit cocktail, rafraîchissant, vous attend dehors. Et je vous ai rejoint. Merci encore. Merci.